En Formule 1, il y a certaines années où on a des voitures qui sont complètement à la ramasse. Dans les exemples récents, on pourrait citer la Haas de 2021 ou les Williams de 2019 et 2020. Mais en 2010, ce n'est pas une mais 3 équipes qui étaient complètement à la ramasse. Des équipes avec 2 à 5 secondes de retard sur les leaders. 3 équipes qui étaient 1 seconde plus lentes par rapport à leurs plus proches adversaires. Ces équipes, ce sont HRT, Caterham et Marussia Manor. Mais avant de vous les présenter, revenons sur l'arrivée de ces 3 équipes. En 2007 et 2008, le monde est touché par 2 importantes crises financières, et le monde de l'automobile est fortement impacté. Et du côté de la F1, en début 2008, le plateau est composé de 11 équipes. En plus des historiques Ferrari, McLaren et Williams, on retrouve du côté des équipes privées Red Bull et Toro Rosso, qui appartiennent au même groupe, et Force India, issu du rachat de Spiker en 2007, qui est issu du rachat de Midland en 2006, qui est issu du rachat de Jordan. Outre la petite inquiétude autour de cette équipe, plus habituée à changer de propriétaire qu'à marquer des points, c'est surtout le reste du plateau qui inquiète la FIA et Bernie Ecclestone, le patron de la FOM, soit celui qui gère les droits commerciaux à l'époque. Le hic, c'est que ces 5 équipes restantes sont toutes affiliées à un constructeur automobile. On y retrouve Renault, Toyota, BMW et Honda, qui est également propriétaire de Super Aguri. Le risque est donc grand de voir plusieurs de ces 5 équipes quitter la F1, et si cela devait arriver, la grille en F1 se retrouverait grandement réduite. Spoiler, toutes ces équipes ont disparu ou ont été rachetées entre 2008 et 2010. Afin de se prévenir de tout risque, la FIA lance un appel à projet pour l'inscription de 3 équipes. Et parmi les 15 dossiers présentés, les 3 retenus sont Campos Racing, Manor et USF1. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire que ça n'a rien à voir parce que je vous ai parlé de HRT, Caterham et Marussia. En réalité, c'est le début des galères pour ces 3 équipes. Lors de l'appel d'offres, on a promis à ces 3 équipes qu'un budget plafonné allait être mis en place en F1. Les candidats retenus avaient donc un budget restreint en vue de cette promesse qui n'arrivera pas. Donc quand il a fallu commencer à développer les structures et la voiture, les moyens étaient tout simplement insuffisants. Campos sera alors racheté avant même le début de la saison 2010 pour devenir HRT. USF1 fermera ses portes avant même le début de la saison, et même Manor devra vendre certaines de ses parts à son sponsor titre Virgin. Alors toujours pas de Marussia, mais vous inquiétez pas, vous comprendrez tout quand on parlera de cette équipe dans sa propre vidéo. Caterham, alors appelé Lotus au début de l'équipe, n'arrivera qu'après un second appel d'offres et le départ de BMW. Maintenant que vous connaissez l'histoire, concentrons-nous sur le protagoniste du jour, HRT. Bon déjà revenons un peu sur le nom initial du projet, à savoir Campos. Campos, c'est un nom qui parlera à tous ceux qui suivent les formules de promotion. L'écurie, que l'on retrouve en F2, en F3 et en F1 Academy, est fondée en 1997 par Adrian Campos, ancien pilote automobile qui aura disputé 17 courses de F1. Comme expliqué en intro, les parts d'Adrien dans l'équipe sont rachetées, et les nouveaux propriétaires décident alors de renommer l'équipe en HRT, acronyme de Hispania Racing Team. Les débuts de l'équipe sont très compliqués. Ayant beaucoup de retard dans le développement de la voiture, HRT ne prendra part à aucune séance de pré-saison. Les premiers tours de roue se font le vendredi, lors des essais libres du premier GP, tout du moins pour une des 2 voitures, et encore, elle ne fera que 3 tours. La seconde n'étant prête qu'à partir du samedi. Manfredi Ravetto, directeur général de HRT lors des 2 premières saisons de l'équipe, déclara en interview que lorsque les nouveaux propriétaires ont récupéré l'équipe, il n'y avait rien à part un contrat avec Dallara pour les châssis, une fourniture moteur par Cosworth et un contrat de pilote pour Bruno Senna, neveu du célèbre champion du monde de Formule 1. Mais du coup, il reste tout à faire, ou presque, en ce qui concerne le reste de l'équipe et de la voiture. Bref, pour revenir sur la première course de l'année, les HRT sont à presque 4 secondes des Virgin et des Lotus, et à 11 secondes des leaders. Et niveau course, Bruno Senna abandonne au 17ème des 49 tours de course, tandis que le second pilote, Karun Shandok, abandonnera au bout de 2 tours. Mais 2 semaines plus tard, lors du GP d'Australie, HRT parvient à rattraper les Lotus et Virgin, et ne sont plus qu'à 6 secondes des leaders. Shandok parvenant même à terminer la course. Bon, avec 5 tours de retard sur les leaders et avec un meilleur temps à 10 secondes du record du tour, mais il a quand même fini. Et malgré tous ces gros problèmes en début de saison, les 2 HRT rallient l'arrivée du 3ème GP de la saison. Et si je le précise, c'est parce qu'HRT est la première des 3 équipes à parvenir à réaliser une double arrivée. Bon, je vais pas résumer l'entièreté de la saison, mais parmi les faits notables, notons que l'équipe a aussi fait rouler en course 2 de ses pilotes essayeurs, Sakon Yamamoto et Christian Klein. Une saison surtout marquée par des conflits entre HRT et leur fournisseur de châssis Dallara, l'équipe espagnole reprochant à Dallara la médiocrité de la voiture, tandis que de son côté, Dallara déplore des retards de paiement, et n'apprécie pas vraiment d'être critiqué à ce point dans la presse. Le summum de ce conflit intervient à Monza, où Dallara fera part de son ras-le-bol en ne fournissant pas d'aileron arrière à HRT, les obligeant à rouler avec celui de Monaco. Du coup, il n'y a rien qui va dans cette histoire, car c'est l'opposé entre Monaco et Monza. À Monaco, on a beaucoup de virages, donc le but, ça va être de mettre beaucoup d'appui sur la voiture pour justement gagner de la vitesse en virage. Et à contrario, à Monza, on a des grandes lignes droites, et donc là, le but, c'est d'avoir le moins d'appui possible pour gagner de la vitesse. Pour 2011, HRT met logiquement fin à son partenariat avec Dallara, et se rapproche de Toyota.
Les Japonais ne sont pas contre et proposent de fournir la voiture qui aurait dû courir en 2010 si l'équipe ne s'était pas retirée, ainsi que plusieurs ressources techniques de l'ancienne équipe de Formule 1. Mais faute de paiement, Toyota se retirera. Toujours est-il que l'équipe change de line-up pour 2011. C'est vite Antonio Luzzi et Neryn Karthikeyan qui prendront le volant à partir du Grand Prix d'Australie, manche inaugurale de la saison. Car une fois de plus, les voitures ne sont pas prêtes pour les essais hivernaux, ni même pour les essais libres. Pire, HRT commence et termine son week-end à l'occasion des qualifications. En effet, suite au rythme désastreux des 3 nouvelles équipes en 2010, la FIA fait revenir la règle des 107%, ce qui empêche l'équipe espagnole de se qualifier pour la course. Cette règle, elle a existé de 96 jusqu'en 2002, puis elle est revenue en 2011. Ici, le but, c'est que les pilotes les plus lents ne puissent pas participer à la course. Pour ce faire, on va prendre le meilleur temps de Q1, et il faut que le pilote il soit dans les 107% vis-à-vis de ce temps. Grosso modo, si le meilleur temps en Q1 il est de 1 minute, alors il faut faire moins d'1 minute et 7 secondes pour pouvoir participer à la course. Vous vous doutez bien que sans roulage préalable, il y avait zéro chance pour que les deux pilotes passent, ce qui se confirme à l'issue de la Q1, le pilote étant largement au-dessus des 107%. Les voitures se feront tout de même remarquer par leur livrée, invitant des sponsors à les rejoindre. Mais la saison 2011 est marquée par 2 autres événements. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est les débuts de Ricciardo en F1, en remplaçant Karthikeyan durant la seconde partie de la saison. Et le second, c'est le rachat de l'écurie en juillet par un groupe d'investissement Tencent Capital. Ce qui va poser beaucoup de problèmes à l'équipe, comme si elle en avait pas assez. Les nouveaux actionnaires procèdent dès leur arrivée au licenciement des anciens propriétaires et décident de déménager les locaux à Madrid. Non, parce qu'après tout, ce serait dommage d'avoir une transition, permettant aussi d'avoir de la stabilité et une continuité au sein de l'équipe. Et comme en 2010, l'équipe termine 11ème à l'issue de la saison 2011. En 2012, l'image de la HRT change radicalement avec un nouveau logo et une nouvelle livrée, que je trouve ma foi fort jolie. Niveau pilote, Karthikeyan reprend sa place. Quant à Luzzi, il est remplacé par l'expérimenté Pedro Della Rosa, qui signera ici un contrat de 2 ans. On sait qu'en 2012, c'est la dernière année de l'équipe. Mais sur la piste, pas grand chose ne change, étant donné que les deux voitures n'ont pas réussi à passer le cap des 107%. Alors après, je suis méchant, il y a du changement, les deux voitures ont réussi à participer aux essais libres cette fois. HRT a même participé aux essais de pré-saison. Bon, par contre, c'était avec la voiture de 2011, la nouvelle n'ayant pas réussi le crash test. Et cette voiture de 2012, c'est un bordel dans sa conception. Le design, le développement et la construction ont été gérés par une boîte allemande, le châssis est réalisé en Angleterre, les simulations de résistance aux charges sont gérées au Portugal, avec des locaux situés en Espagne, je le rappelle. Et cette sous-traitance, ça montre bien les limites économiques de l'équipe. Leur budget était de 46 millions d'euros. Pour vous donner un ordre d'exemple, c'est 3 fois moins que le budget limite actuel. HRT vivra en 2012 sa pire saison, en terminant 12ème et donc dernier du championnat constructeur. Tencent décide alors de vendre l'équipe, mais faute de rachat, l'écurie disparaît sans marquer de points après 58 Grands Prix disputés. 56 vu qu'ils ont pas passé de qualif. Mais pour finir sur une note un peu moins triste, HRT sera rentré dans les livres d'histoire de la F1 cette même année 2012. En raillant l'arrivée du GP d'Europe à la 24ème et dernière position, Karthikeyan sur sa HRT est le pilote le plus mal classé de toute l'histoire de la Formule 1. Ah, j'avais bien précisé que c'était un peu moins triste. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la partager et à laisser un commentaire aussi pour donner votre avis. Je pense que vous savez, mais ça peut aider énormément la chaîne, et puis moi en plus ça me fait super plaisir, donc voilà, merci en plus à toutes celles et ceux qui le font déjà sur les autres vidéos. Moi je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo sur HRT, et ça démarre, on va dire, une sorte de trilogie, hein, parce que plus tard je vais parler de Caterham, de Marussia, etc. Et puis aussi ça m'ouvre d'autres opportunités, parce que je vais pouvoir parler des pilotes qui ont fini leur carrière dans ces 3 équipes. Donc voilà, moi en plus ces équipes elles font partie de mon histoire de la F1, étant donné que j'ai commencé à suivre la Formule 1 de manière très poussée à partir de 2010. Donc même si c'est des équipes qui n'ont pas marqué l'histoire du sport, elles m'ont mine de rien un peu marqué, donc voilà, je suis content de pouvoir partager ces petites histoires avec vous, surtout si vous ne regardiez pas la F1 à l'époque. La prochaine vidéo qui sera consacrée à la Formule 1, ce sera pour parler des pilotes qui ont terminé leur carrière au sein de l'équipe Red Bull. Mais avant ça, je vais faire une petite vidéo qui va parler d'un jeu de football sur GBA, FIFA Coupe du Monde 2006. Je sais, ça a l'air débile comme concept, mais justement c'est pour ça que j'ai envie de parler de ce jeu. Donc si vous ne voulez pas rater ces prochaines vidéos, mais aussi les prochains projets, hein, que ce soit la vidéo sur Caterham, la vidéo sur Marussia ou la vidéo sur les pilotes qui ont fini leur carrière chez HRT, je ne saurais trop vous recommander de vous abonner. Et sur ce, je pense vous avoir tout dit, et je vous dis à bientôt j'espère. Salut!